d'un chien, parce que le chien, il ne vous conteste pas. J'ai rien à perdre. De toute façon, ce que j'ai décidé d'en parler parce que je crois que j'ai envie de s'aider les malades qui parlent pas, ou alors des malades qui sont à l'hôpital ou ceux qui sont morts déjà. Bonjour, aujourd'hui et demain à Paris au Bataclan se déroulent les premiers états généraux du sida. Manifestation unique en son genre qui rassemble tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par cette maladie. Et parmi les associations présentes, Tour et Lisa 2000. Les responsables de cette association nous avaient interpellés et nous avons constaté que le travail qu'ils faisaient était exceptionnel dans le domaine de l'information, dans le domaine de la prévention et aussi bien sûr dans le domaine de l'aide aux malades. Et si nous décidons aujourd'hui de parler de leur action, c'est tout simplement parce que ce type d'initiative doit se multiplier en France. Et nous en parlerons avec deux invités, Lynn Renaud et le docteur Patrice Meyer. Car en attendant de trouver le vaccin ou le remède miracle, le seul rempart, c'est bien évidemment la prévention. Alors tout de suite, avec Christine Chapelle, voyons l'action de cette association. Tours, chef-lieu de l'Indre-et-Loire. Population, 136 000 habitants, dont une très forte proportion d'étudiants. Le vieux quartier piétonnier est leur lieu de rencontre, l'endroit où il faut être à la nuit tombée. C'est donc tout naturellement là que Tour et Lisa 2000 a élu domicile dans un bar avec la bénédiction du patron. Comment un patron de bar devient-il membre d'une association de lutte contre le sida? Tout d'abord, il faut qu'on se sente motivé parce qu'il faut aider les gens, c'est un peu naturel. Autant père de famille également aussi, ça me concerne parce que je peux protéger mes proches, quoi. Le fondateur de Tour et Lisa, c'est lui, Éric Chapeau. Alors qu'il était étudiant en médecine, il a réalisé à quel point le discours médical traditionnel était obscur pour les non-initiés. L'une de ses ambitions, détruire les idées reçues sur la maladie. Tour et Lisa 2000 est une association qui est née par hasard, puisque nos premières actions sur le sida datent de 1983, quand un jour, pendant la grève de médecine, dans un café, des prostituées m'ont demandé, parce que j'avais un libé qui parlait du sida, de parler du sida. Et j'ai commencé à m'intéresser au problème sur la prostitution et le sida. Et ensuite, on a été voir des personnalités différentes, comme M. Jean Royer, qui nous a dit « Bon, il faut faire quelque chose pour les prostituées, mais n'oubliez pas d'aller dans les écoles, les comités d'entreprise, informer les jeunes et les moins jeunes. » Et puis on a dit oui. Autour de lui se sont regroupés des gens de tous les milieux. Le président, Franck Picot, est technicien agricole. Alain Gachet est animateur de radio libre. Leur mission, informer tout le monde et par tous les moyens. On fait des conférences, ce qu'on appelle les conférences dans les écoles, dans les lycées et les facs. On fait des affiches, on fait des badges. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on en parle avec tout un chacun. Il y a 2 ans, 3 ans, quand on est parti, on s'est dit, bon, on va faire ça. Et en plus, on va essayer que ça marche pour que Tours soit, et au moins un programme de prévention qui ait marché, quelque chose sur le terrain qui soit efficace et qui vienne de Tours, qui ne vienne pas de Paris. Bon, le sida, c'est pas un machin dont on doit discuter comme ça entre scientifiques, parce que le virus, lui, quand il attaque, il choisit pas. Ça peut tomber sur toi, ça peut tomber sur moi, ça peut tomber sur n'importe qui. Et vu le nombre de gens qui sont séropositifs en ce moment en France, dans quelques mois ou dans quelques années, tout le monde va être touché directement dans ses amis, dans sa famille, dans ses proches. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est de préparer les gens à ça, pour éviter que les gens qui sont malades soient exclus, pour éviter qu'il y ait des comportements de haine ou de rejet. Les objectifs de Tour et Lisa sont multiples. Faire prendre conscience de la gravité de la maladie, faire rentrer dans les mœurs l'utilisation du préservatif, répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Et surtout refuser l'exclusion des malades. Ils sont nombreux à participer à la vie de l'association et par ce biais, à retrouver enfin une raison de vivre et une famille à qui parler. Et puis je crois que être malade, c'est pas un statut. C'est pas, ça donne pas droit à toutes les excuses, ça donne droit à des droits et ça amène des devoirs. Et les malades sont beaucoup plus reconnus par ce qu'ils font en tant qu'individus, donc que par leur statut de malade qui n'en est pas un.
Depuis le mois de février, Tour Elisa a enfin un local. Point de rencontre, lieu d'information, on y croisera des malades, des médecins, des prostituées, des étudiants, des mères de famille, bref, tous ceux qui se sentent concernés. Quant à l'avenir de l'association, c'est principalement un problème d'ordre financier. Il n'est pas facile d'aller sonner chez son banquier et de dire voilà, je fais de la prévention sur le sida, donnez-moi de l'argent. D'abord, très peu de gens se sentent impliqués, contrairement à ce qu'on peut croire, et c'est un peu dommage. Sur le terrain, ça nécessite beaucoup d'heures de travail, et c'est assez décourageant parce que ça aboutit très rarement. Nous avons heureusement quelquefois des dons de particuliers, qui ne sont pas des dons très élevés, mais qui nous permettent de faire nos campagnes de prévention. J'aimerais que cela puisse servir pour interpeller un peu les milieux des décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient financiers. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, on en a déjà réalisé beaucoup. Je crois que tout le monde peut dire aujourd'hui qu'on a fait nos preuves. En attendant d'éventuelles subventions, Franck, Gérard, Éric, Isabelle, Alain et les autres continuent d'informer encore et toujours. Alors si nous avons décidé de vous montrer ce que fait l'association Tour Elisa 2000, c'est pour deux raisons. D'abord pour leur donner un coup de chapeau pour ce qu'ils font, puis aussi bien sûr pour les aider et pour leur donner en quelque sorte un coup de pouce. Christine, alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant? Déjà, avant toute chose, ils ont besoin d'argent. Comme toute association, c'est un petit peu normal. Cet argent, il va leur servir à faire des débats, à faire des conférences, à faire des affiches, des badges. Ils ont des commandes d'un petit peu partout. Ils ont même des commandes d'Afrique qu'ils ne peuvent pas honorer parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, justement. Donc cet argent, il peut venir de plusieurs manières. Il peut venir de dons privés, bien entendu. Il peut venir de l'État. Et il peut venir des autres associations plus importantes. Donc ils ont besoin de subventions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont besoin d'être reconnus, un petit peu comme des associations un peu plus importantes, comme la FLS, comme Vaincre le sida, dont on parle plus souvent. Il y a des tas de petites associations en France dont on parle moins, qui ont donc moins d'argent, mais qui ont autant besoin de travailler que les autres et qui ont donc autant besoin de vous. Enfin, la dernière chose qu'on peut faire pour eux, car c'est un petit peu leur rêve, c'est de créer, je dirais, des succursales. C'est-à-dire que aller dans d'autres villes où on pourra à chaque fois créer des Elisa 2000, Angers Elisa 2000, Poitiers Elisa 2000, peu importe, avec des gens qui, comme eux, ne seront pas forcément des gens du milieu médical, mais qui se sentiront concernés par le sida et qui auront envie de faire quelque chose. Voilà. Et puis nous allons, tout au long de cette émission, Christine, parler de leur action. Et ce que je vous propose maintenant, dans un premier temps, c'est d'écouter quelques témoignages. Alors, vivre avec une personne qui est séropositive, ça implique quelles contraintes? Des contraintes au niveau de sa vie sexuelle déjà, puis au niveau de l'hygiène de vie, puis c'est une autre façon de voir la vie, c'est-à-dire sa vie c'est ma vie, et la façon dont il évolue dans sa vie, par rapport à la maladie, c'est aussi la façon dont j'évolue, la façon dont je peux le soutenir. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est dire aussi renoncer à beaucoup de choses, le fait d'avoir des enfants. Et c'est quand on est une femme, c'est pas facile d'accepter. C'est pas facile d'accepter ça. Sinon, pour les relations sexuelles, c'est difficile quand on n'a pas eu l'habitude d'utiliser des préservatifs avec son compagnon. De se mettre avec le préservatif, parce qu'à chaque fois qu'on le sort, on sait que c'est à cause de ça. À cause de la maladie. Et que ça restera toujours comme ça. S'il ne trouve pas quelque chose. Parce que le moral, ça compte beaucoup, essayer de tenir le coup, quoi. Faut tenir le coup pour deux, en fait. Quand ça va pas, faire comme si ça va. Et puis, c'est essayer d'avoir un quelconque réconfort, et puis, je sais pas, au niveau alimentaire, d'avoir, que ça soit bien équilibré, c'est penser différemment. Sont tes parents quand ils l'ont su? La réaction de mes parents, bof. C'est comme le jour où ils ont appris que j'étais homosexuel, par exemple, c'est pareil, quoi. Ça les a un peu choqués, et puis je crois que j'en parle pas, quoi. Donc au niveau de ta vie tous les jours, tu le caches que tu es séropositif? Non, je le cache pas, mais j'en parle pas. Si quelqu'un me le demande, je vais lui dire oui, dans un certain sens, quoi. Si je suis séropositif, bien sûr. Comment tu vois l'avenir? Comment que je vois la vie? Rose, avec beaucoup d'espoir, quand même. Je crois que j'essaye de le vivre du mieux possible, quoi, d'être confiant, et puis voilà, quoi, d'avoir un peu, de l'espoir en la recherche, et puis attendre, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire, de toute manière, il n'y a pas d'autre traitement. Hein.
Mon père m'a complètement rejetée, il m'a traité de tous les noms, il m'a dit que c'était bien fait, que j'étais malade, de toute façon, que j'avais qu'à crever, qu'il n'en avait rien à foutre, quoi. C'est tout. Je vois que plus de ma mère et une de mes sœurs est médecine veut, c'est tout. Alors, là, tu fais partie des gens qui acceptent d'en parler à visage découvert. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai rien à perdre. Pour ça. J'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai décidé d'en parler parce que je crois que j'ai envie de s'aider les malades qui parlent pas, ou alors des malades qui sont à l'hôpital ou ceux qui sont morts déjà, qui peuvent plus rien faire pour justement les gens qui commencent à prendre leur maladie, et puis ceux qui commencent à être malades aussi. Et bon, eux, ils ont... Moi non plus, je pensais pas avoir la force de le faire, mais je crois que je le fais pour eux. Tu m'as dit tout à l'heure que finalement ta vie avait changé en mieux à partir du moment où tu avais décidé d'en parler. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que j'ai rencontré d'autres gens et que j'ai un but dans ma vie, d'aider les gens. C'est vrai, ce que si je n'avais pas, je crois que ça a eu des côtés positifs parce que j'aurais pas connu les gens que je connais et que eux ils ont cru en moi et que ma famille elle n'a pas toujours cru en moi. Et c'est eux qui ont cru en moi. Même moi, je ne croyais pas en moi parce qu'on m'a jamais donné une envie de croire en moi et que c'est l'association qui ont vraiment fait tout pour me dire que j'étais capable de faire ça. Et moi, dans ma tête, je n'étais pas capable et je l'ai fait quand même. Et je sais que je peux le faire maintenant. Mais s'ils ne m'avaient pas fait croire à faire ce que je fais, je n'aurais jamais fait, je crois. Je serais même plus là. C'est sûr que je n'avais pas eu l'association. C'est vraiment ma famille. Et puis même, ils m'aident de tout. Que ce soit matériel, moral. C'est eux qui m'ont trouvé tout l'appartement, tout. Enfin, je peux pas dire. Il n'y a qu'eux qui ont fait quoi que ce soit. Comment tu vois l'avenir finalement? Est-ce que tu imagines qu'un jour tu peux guérir? Est-ce que tu y crois? Non. Je crois pas que je peux guérir, je crois. Mais je crois que... De toute façon, je me dis dans ma tête que... Même si je vis à une plus courte échéance que quelqu'un d'autre, je crois que la vie, maintenant, elle vaut la peine d'être vécue. Même à une petite échéance. Mais j'ai pas trop espoir parce que... J'ai peur de tomber dedans, justement, d'avoir trop espoir et puis qu'en fait, je meurs avant, justement, que l'espoir que j'ai eu pendant tout le temps. Et je crois que c'est pas l'espoir qui me fait vivre. Je crois que finalement, c'est les gens qui sont autour de moi, c'est tous les gens qui m'entourent, qui me donnent envie de vivre et que j'ai pas envie de mourir pour eux. Donc, je sais pas si je mourrai ou pas... Est-ce qu'il y aura un traitement? Pour l'instant, je vis comme ça. Voilà, vous venez d'entendre des témoignages forts, courageux, et j'ai demandé à deux personnes de rester avec nous pendant toute cette émission parce que toutes les deux, elles sont mobilisées dans la lutte contre le sida. Il y a Lynn Renaud, à travers son association des artistes contre le sida, et puis il y a aussi le docteur Meyer, qui s'occupe d'une association Vaincre le sida, et puis qui est en contact permanent avec les malades à l'hôpital Paul Brousse. Alors, tout de suite, Lynn, je voudrais votre réaction par rapport à ce que l'on vient d'entendre. Je pense que c'est très courageux et c'est très difficile, un témoignage à visage ouvert. Et je pense que je dis bravo à Isabelle parce que c'est ça qui peut faire avancer le problème. Oser en parler. Oser en parler et en parler comme elle en a parlé. Ensuite, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est le garçon qui dit le mot espoir. Et ça aussi c'est très important, l'espoir. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'exemple que la science ne l'ait pas emporté sur le mal. Alors, je crois beaucoup aux gardiens de nos vies. Voilà, et puis il y a quand même une mobilisation importante qui se fait sur de l'ensemble des chercheurs, on en reparlera tout à l'heure, au plan international pour trouver très très vite une solution. Docteur Meyer, on a entendu Isabelle dire tout à l'heure, ce sont les gens qui m'entourent qui me donnent aujourd'hui le goût de vivre. Vous, médecin qui êtes en contact permanent avec les gens malades, c'est capital ça? Oui, Isabelle a donc dit une deuxième chose, en dehors de témoigner à visage découvert, une chose très importante, c'est la qualité de la vie qui peut être améliorée. Je ne dirais pas que dans le malheur, il faut voir artificiellement du bonheur, mais dans l'exemple, dans l'expérience qu'on peut avoir aussi dans les hôpitaux et auprès des malades, on s'aperçoit que dans les situations extrêmes, il y a une telle authenticité des rapports, un tel resserrement des rapports. Ça n'est pas permanent, c'est pas universel, mais c'est tout de même plus fréquent qu'on le pense, entre la famille et le malade, entre le malade et ses amis, et aussi le médecin qui n'est pas qu'un médecin, qui a un rapport très privilégié aussi avec ce malade. Eh bien, on arrive à une certaine forme, c'est vrai, de qualité de la vie. Et je crois que dans ces situations extrêmes, il faut savoir aussi en tirer le meilleur. Alors, on va continuer avec les témoignages. Et cette fois, c'est l'action menée par Éric Chapeau, par ses amis, par Tour Elisa 2000, auprès des prostituées. Regardez et écoutez.
Plusieurs soirs par semaine, Éric va rendre visite aux prostituées pour les informer, mais aussi pour les écouter. Si le premier contact a été difficile, aujourd'hui, elles l'ont accepté. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est gentil d'être venu à l'heure, je suis un peu en retard au rendez-vous. Là, on fait la fière. Vous voulez vous voir dans la rue? Non, dans un bar en premier lieu. Et au départ, je l'ai envoyé promener. Et bon, bah, il m'a attendu pendant 2 heures, alors je me suis quand même décidée à aller lui parler parce que s'il m'avait attendu, c'est que ça pouvait être intéressant. Et puis petit à petit, eh ben, je me suis plus intéressée à la question et puis à cette maladie. Quel est le comportement des clients quand vous leur dites « je veux que tu mettes une capote » ? Ils n'ont pas conscience du problème et pour eux, être propre, c'est ne pas être malade. C'est le manque d'information totale. Il y a beaucoup de prostituées qui travaillent sans préservatif. À Tours, nous, bon, je pense que la majorité en mettent, mais il y en a quand même une bonne partie aussi qui n'en mettent pas pour des problèmes, des raisons personnelles. Financières ? Financières, oui, parce qu'il leur faut un quota. Il leur faut un quota journalier, soit pour la drogue, soit pour autre chose. Et les clients sont prêts à payer plus sans préservatif? Oui, oui, oui. Il y en a qui ont le goût du risque, comme ils disent. Ça les excite de savoir qu'on ne met pas de préservatif et même de payer plus, à la limite, ça les... Il y en a qui sont conscients du danger et qui acceptent quand même de faire ça. Oui, oui. Pour eux, c'est le goût du risque. Après tout, ils disent, bah, c'est comme ça n'arrive qu'aux autres et pas à nous, quoi. Ils disent, moi je suis sain, toi si tu mets des préservatifs, t'es saine, donc il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu connais des filles qui savent qu'elles sont séropositives et qui continuent à travailler? Oui. Oui. Et il y en a même, j'en connais une, c'est même pas séropositive, elle est, le sida est déclaré chez elle. C'est une loque humaine. C'est une loque humaine. Mais tu penses qu'elle ne veut pas utiliser de préservatif par vengeance? Non, parce qu'elle a besoin de 2500 francs par jour pour sa dope. C'est simple. C'est un cercle vicieux. Hein. Elle est obligée d'avoir une certaine somme par jour pour pouvoir vivre. Moi, j'ai besoin d'une certaine somme d'argent par jour pour vivre, mais je l'utilise pas de la même manière. C'est la différence entre elle et moi, quoi. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'en connais 2, une qui a le sida et une qui est séropositive, et qui travaille quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau des prostituées? Eh bien, moi, je trouve que ça serait très bien s'il y avait un dépistage obligatoire. Pour toutes les prostituées. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chapeau. Comment ça va? Et toi? Les prostituées de Tours ont compris le message. Presque toutes se déclarent favorables au contrôle médical systématique et aux préservatifs obligatoires. Il y a beaucoup de gens qui tombent ce soir? Un petit peu. Pas beaucoup, c'est les vacances. Ils sont en vacances. Et alors, le sida, vous en parlez un peu? On en parle beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent prendre conscience de la chose. Population à risque, elles se sentent concernées et ne demandent qu'à participer à l'action de prévention, à condition qu'on accepte enfin de les écouter. Alors à travers le témoignage de ces femmes, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore aujourd'hui une forte dose d'inconscience, malgré tout ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se montre. Beaucoup d'inconscience et peut-être que tant qu'on n'est pas persuadé qu'un jour ça peut nous arriver à nous, eh bien il y aura toujours cette attitude un petit peu désinvolte. Lynn, je crois que vous vouliez tout de suite poser une question, docteur. Oui, Miller. je trouve que quand même c'est un peu la roulette russe et c'est absolument ahurissant de voir le côté de oh ça n'arrive qu'aux autres et c'est certain, ou alors il y a quelque part presque un acte criminel, enfin le père de famille ou le mari qui est prêt à surenchérir pour que la prostituée ne mette pas de préservatif. Je voulais vous poser une question au sujet du dépistage. La prostituée disait qu'elle souhaitait un dépistage obligatoire. Mais dans cette maladie, imaginons après une relation sexuelle, combien de temps après une relation sexuelle douteuse, la séropositivité
séropositivité se déclare-t-elle? Est-ce qu'il y a de 3 semaines à 6 mois? Je ne parle pas de la maladie, de la séropositivité. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le délai de séroconversion, voilà, entre la circonstance potentiellement contaminante et l'apparition des anticorps détectables par le test de dépistage. C'est une question très importante qui a vraiment déclenché des polémiques qui ne sont pas encore tout à fait réglées. En réalité, les études françaises, notamment des centres de transfusion, ont montré que les anticorps apparaissaient dans un délai entre 6 et 8 semaines après la circonstance contaminante. Et nous sommes à peu près tous d'accord pour recommander au public qui veut se faire dépister d'attendre environ 3 mois. C'est-à-dire que là, on éponge un petit peu les délais un peu prolongés. Évidemment, il peut y avoir des exceptions. La médecine, ça n'est pas la mathématique, et il peut y avoir des exceptions jusqu'à 6 mois. Mais ce qu'on recommande, c'est 3 mois. Alors ça pose effectivement la question de l'intérêt d'un dépistage systématique. Voilà, c'est ça. Oui. C'est très important, cette question. Elle a été peu traitée parce qu'elle est finalement très, très délicate à traiter. Elle a été plutôt un sujet de polémique et je dirais de politique quelque part. À vaincre le sida, on a mené depuis quelques années une réflexion sur ce sujet et également une action en liaison avec les centres de dépistage anonymes et gratuits. Il semble vraiment que la bonne solution dans ce domaine, c'est d'encourager les gens à faire le dépistage dans l'hypothèse où ils pensent avoir été exposés. Donc il faut expliquer quand le dépistage est utile, en quelles circonstances les gens ont pu être exposés, à quel moment il faut le faire, après quel délai. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde sache qu'il existe au moins un centre de dépistage anonyme et gratuit dans chaque département de France. Anonyme et gratuit. Voilà, ça c'est important à dire parce que c'est une démarche qui est difficile aussi, hein, même psychologiquement. Alors, le dépistage et puis tout le problème de la prévention, et c'est l'action menée par Tour Elisa 2000, prévention, et notamment auprès des plus jeunes, ceux qui sont à l'école aujourd'hui et qui sont exposés tout autant que nous, puisque vous allez le voir à travers ces témoignages. Là aussi, malheureusement, ça peut être la roulette russe. L'histoplasmose, nous allons évoquer son tableau clinique et je vous demanderai d'être attentif. Alors, le tableau clinique réalisé est aspécifique, comme chacun le sait, associant fièvre, hépatosplénomégalie, pancytopénie, parfois peuvent même s'y associer des ulcérations gingivales. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous voulez que je parle en français moyen? Je parle en français moyen ou pas? Parce que j'ai les accessoires. Je vais commencer par vous parler de choses sérieuses, mais en français moyen, je vous promets, jusqu'à la fin. On peut coucher 100 fois avec quelqu'un qui est malade du sida et rien attraper. On peut coucher une seule fois et l'attraper. C'est la mauvaise loterie. Est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord parmi vous pour passer le test? Qui? Et qui serait pas d'accord? Pour ces questions comme ça, je préférerais que ce soit quelqu'un plus concerné que moi. Enfin, plus concerné, plus touché que moi, disons, qui répond. Parce qu'Isabelle, elle a beaucoup de courage, elle est très fatiguée, elle a été très malade plusieurs fois. C'est elle, la jeune fille qui a été exclue d'un foyer, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que vous racontez comme ça ma vie, ce serait trop long. Enfin, même pas assez de la soirée, alors. Donc si vous avez des questions... Comment Isabelle a réagi quand elle a appris qu'elle avait le sida et comment les autres ont réagi vis-à-vis d'elle? Quand on m'a annoncé la séropositivité, j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à pas avoir d'enfants, avoir tout perdu, quoi, tout perdu. Un hôpital ou un laboratoire vous demanderait de faire une expérience pour un médicament, vous la feriez tout de suite? Par quel intermédiaire avez-vous attrapé la maladie? Rapport sexuel. Est-ce qu'une personne atteinte du sida peut avoir des rapports sexuels? Oui, avec préservatif. On doit tous se conduire en personne séropositive et mettre des préservatifs. C'est trop con de voir la mort. C'est trop. Peut-être parce que vous imaginez pas comme ça, mais c'est dur de voir quelqu'un en phase terminale. C'est dur. Quand il te demande « aide-moi », tu peux plus l'aider, parce que c'est fini. Et quand tu as envie de respirer, que tu peux plus respirer, ils te font un trou là, et tu leur demandes la respiration, parce que tu as envie. C'est pas pour vous faire peur, je vous dis ça, mais pour vous dire que c'est grave. Vous dites que vous aviez un ami, comment il a réagi, lui? Bien,
très bien. Lui n'était pas malade, bon, je venais de le connaître et que c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai fait le test et qu'il a su... bon, je lui ai dit que j'étais séropositive et il a très bien réagi. D'ailleurs, il est resté avec moi pendant presque 1 an. Mais je l'ai laissé tomber. Il a très bien réagi de ce côté-là, mais c'est moi qui l'ai laissé parce que j'ai envie qu'il vive une autre vie qu'avec quelqu'un qui était malade et qui pouvait mourir parce que lui, il n'était pas malade. Donc je voulais lui laisser vivre sa vie et puis qu'il puisse avoir des enfants avec d'autres personnes qui ne sont pas malades et pas perdre son temps avec moi. C'est tout, c'est pour ça que j'ai quitté. Mais il a très bien réagi. Voilà, bien moi j'ai tout simplement envie de dire merci à Isabelle. C'est un témoignage très très fort qu'on vient d'entendre, docteur. C'est très important et ça montre à quel point les associations ont un travail énorme à faire. Et malgré le peu de moyens qu'elles ont encore aujourd'hui, il faut bien le préciser. De notre côté, face à la saturation de la prise en charge de certains malades, nous avons essayé de développer un système de prise en charge à domicile. Et j'ai le bonheur de pouvoir annoncer aujourd'hui l'ouverture cette semaine d'un service de soins et de maintien à domicile pour malades atteints de sida. Alors je peux m'adresser déjà à mes collègues de Paris et qui travaillent notamment dans les arrondissements est de Paris. À partir de maintenant, ils vont pouvoir prescrire ce type de service à leurs malades. Oui, tout ça est important, cette prise en charge. Ligne, il y a autre chose d'important, c'est qu'il faut vaincre la maladie. Et pour ça, eh bien, la recherche est un ressort important. Il faut de l'argent pour la recherche. Et c'est ce le que nerf vous de la faites. guerre, c'est l'argent. C'est pourquoi l'Association des artistes contre le sida cherche par des galas à récolter des fonds. Et nous donnons une grande soirée le mardi 20 mars au Théâtre des Champs-Élysées où Amalia Rodriguez fête ses 50 ans de carrière, elle offre son talent gracieusement et elle attend bien sûr tous ses admirateurs et tous ceux qui de cette façon veulent aider les gardiens de nos vies, comme je disais tout à l'heure, la recherche et aussi bien entendu les associations dignes d'intérêt qui s'occupent des malades. Voilà, et ce gala est ouvert au public, il est ouvert à tout le monde et c'est ainsi qu'on peut récolter de l'argent et qu'on peut en effet aider les chercheurs et aider les associations. Les associations comme Tour Elisa 2000 par exemple. Merci Lynn, merci beaucoup docteur pour votre présence, pour tous les témoignages que nous avons entendus. La semaine prochaine, nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons de la justice au quotidien et ceci dans une émission que nous enregistrerons, et cela ne s'est jamais fait, du Palais de Justice de Paris. Pour ma part, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. À samedi. Allô, Marie-Laure? Allô? Besançon privé de bus demain pour la 4e journée consécutive. Aucune solution en vue au règlement du conflit. Réforme scolaire, les évêques de Franche-Comté craignent pour le catéchisme. Invité du journal Monseigneur Dalloz, archevêque de Besançon. Belfort, information sida auprès des scolaires, témoignage à l'appui. 1200 collégiens et lycéens se sont informés aujourd'hui. 1200 collégiens et lycéens étaient cet après-midi à la Maison du Peuple à Belfort, devant eux des médecins, des membres de l'association Tour Elisa 2000 invités par France Liberté. Pendant 2 heures, ils ont essayé de renouveler ce qu'ils ont déjà fait à Vesoul il y a quelques mois, à savoir informer les adolescents sérieusement mais sans les affoler, sincèrement, tout en s'amusant. Béret, tablier bleu, passe à vélo, l'interne en médecine tombe sa blouse blanche et laisse son jargon au vestiaire. L'histoire qu'il raconte arrivera forcément à certains. Une histoire répétée 100 fois avec un message difficile à admettre quand on a 15 ou 20 ans. Le sida peut s'attraper un soir sur un coup de cœur. C'est ce qui est arrivé à Isabelle il y a 6 ans. Après la honte, la douleur et 4 tentatives de suicide, elle a choisi d'informer et ses propos touchent toujours les jeunes. Pour moi, un malade, c'est quelqu'un qui peut être soit couché, qui est à l'hôpital, qui ne peut pas parler, qui est mal en point, qui est tout maigre et tout ça. Mais je veux dire, on peut même être en phase terminale et puis pouvoir marcher et galoper et faire ce qu'on veut. Bon, on a toujours un petit peu peur. Bon, c'est pas les réactions parce que c'est vrai que des fois on a des questions qui ne sont pas évidentes. Hein. Comme une fois, j'ai eu
un gamin qui m'a posé la question, combien il te reste à vivre? Combien de temps il te reste à vivre? Bon, ben, il faut garder son sang-froid puis lui répondre ce qu'on pense. C'est vrai que c'est pas évident, il y a plein de questions. Bon, il y en a qui sont pour les sidatoriums et tout ça. Il faut essayer de gérer tout ça. Il y a du bon et du mauvais, mais en général, je vous dis, quand on intervient, ça se passe bien. Mode de contagion, évolution de la maladie, traitement. Les jeunes sont attentifs à ces informations, mais leurs questions s'attachent souvent aux sentiments, à la ségrégation et au regard des autres. Quels ont été vos premiers soutiens moraux? Lorsqu'on est séropositif, au bout de combien de temps, par une prise de sang, on peut se rendre compte qu'on est séropositif? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse pour vous? Les médecins savent qu'une prévention efficace passe par la multiplication de ces débats. Les associations commencent à s'organiser, mais les volontaires restent rares. J'aimerais bien donner le relais, j'avoue que ça me plairait. D'ailleurs, c'est toujours la mission que je me suis donnée à faire, c'est que j'ai envie, quand je partirai, parce que je n'ai pas été éternelle, et que j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais, qui fasse ce que je fais, parce que je m'aperçois que ça apporte beaucoup aux jeunes, et que ça, c'est important. Et toujours à propos du sida, sachez qu'il y aura une deuxième réunion d'information ce soir à la Maison du Peuple de Belfort. Elle est ouverte cette fois à tout le monde. En bref, ce sera... Bertrand Guérin et Vincent Ferreira ont avoué le meurtre de l'ancien bâtonnier de Tours. Elisa 2000, une association lutte contre le sida, témoignage. Le torchon brûle entre Paul Hénard, le président du comité, et Jacques Macou, le CTR. La Fédération française n'apprécie pas. Votre journal ce soir, Alain Fontan-Moret. Informer, c'est aussi parfois prendre le contre-pied du tabou. Le reportage de Michel Mantellato et Rémi Guinet nous entraîne au combat pour la vie. 2 témoignages forçant à regarder de beaucoup plus près et surtout autrement le sida. Elisa 2000, une association créée il y a quelques années à Tours pour mener dans les rues la prévention contre le sida. Un lieu, le bar Alexandra, siège d'Elisa 2000. Un homme, Éric Chapeau, étudiant en médecine en fin de parcours. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi des médecins loupards? Les institutions déjà à Paris ont beaucoup de problèmes pour s'adapter aux réalités quotidiennes en ce qui concerne le sida, alors en province, n'en parlons pas. Il y a encore des écoles qu'on avait contactées qui nous ont dit non, le sida on le fait pas, on l'a fait il y a 3 ans, cette année on fait la sécheresse. Ce qui prouve bien que la prévention n'est pas du tout passée. Et quand dans une école il y a des gens comme Isabelle qui viennent apporter leur témoignage, je peux vous dire que pour les jeunes c'est autre chose que quand c'est un vieux médecin scolaire ou quelqu'un qui parle du sida comme elle est dans la réalité. Vous avez pris des responsabilités également dans une association. Oui, c'est sûr, mais j'ai envie de le faire à fond. Mais des fois, j'ai peur, parce que j'ai peur que justement que ça me surprenne aussi, que la mort me surprenne et que je puisse pas faire ce que je veux faire avant de partir. Isabelle Audrenne de Blois a 23 ans. Malade du sida depuis l'âge de 17 ans, elle est l'un des 55 membres d'Elisa 2000. Elle a même été élue vice-présidente nationale de Solidarité Plus, qui regroupe malades du sida et séropositifs, pour s'occuper des autres. Pourtant, elle a été au bord du gouffre. Je m'étais un petit peu vers les médicaments. J'ai fait 4 tentatives de suicide. J'étais vraiment désespérée. Je voulais plus vivre. Pourquoi? Pour qui? Pour moi, j'étais foutue, donc je voulais pas. Puis je pouvais pas avoir d'enfants aussi. Et ça, c'est un gros problème aussi. Donc j'ai encore moins maintenant parce que bon, je me suis fait une raison. Et puis que je vis mieux comme ça en fait que vivre en faisant des tentatives de suicide, en n'étant pas bien. J'ai réalisé en fait, j'étais désespérée avant, mais maintenant je suis bien. Donc je suis venue ici à Tours et ils m'ont trouvé un foyer le soir quand je sortais de l'hôpital. Et 3 semaines après, j'ai été expulsée de ce foyer-là parce que j'étais malade du sida. Je pense beaucoup aux gens qui sont autour de moi, je ne pense pas qu'à moi. Et je trouve que c'est très important aussi de faire attention par rapport à tous les gens avec qui on est. Et puis, pour ça, j'ai voulu aussi le dire. Parce que je me sens quelquefois un danger pour les autres et je ne veux pas... Donc je préfère en parler pour qu'ils sachent exactement. Et que 4 mois que j'en parle, hein, c'est tout. Avant, je ne disais rien, je gardais tout pour moi. Et puis mon oncle, depuis j'ai pas de travail, je suis en arrêt maladie, je ne travaille pas. Je m'occupe de l'association, j'essaye de faire des choses pour essayer d'avoir un but dans ma vie. Je suis bien comme je suis là. J'ai envie de vraiment faire à fond ce que... Bon alors, cet avenir pour vous, c'est quoi? L'avenir, j'ai envie de laisser un message avant de partir. C'est tout. Vous l'avez vu donc devant la vérité, la maladie n'a pas dépouillé Isabelle de son sourire. Sur le thème « Vivre avec le sida ». Nous reviendrons dans quelques minutes sur cette réunion importante et émouvante en compagnie de Martine Alain-Regnault.
Mais tout de suite, avec ce reportage de Christine Chapelle, le témoignage d'une jeune femme contaminée par le virus et qui a décidé de consacrer l'essentiel de son temps à des conférences dans les écoles pour parler aux jeunes de sa vie et surtout de la nécessité impérieuse de la prévention. Isabelle a 23 ans. En 1987, en regardant à la télévision une émission sur le sida, elle a l'idée de se faire un test de dépistage. Il se révèle positif. Aujourd'hui, la maladie s'est déclarée. Isabelle a dû quitter son entourage et s'installer à Tours. Mon père m'a complètement rejetée, il m'a traité de tous les noms, il m'a dit que c'était bien fait que j'étais malade, de toute façon que j'avais qu'à crever, qu'il n'en avait rien à foutre. Isabelle a contracté la maladie par rapport sexuel. Aujourd'hui, elle se bat au sein d'une association pour faire comprendre aux gens l'importance du préservatif, seul vaccin devant la maladie. Tu fais partie des gens qui acceptent d'en parler à visage découvert. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai rien à perdre. Pour ça. J'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai décidé d'en parler parce que je crois que j'ai envie de s'aider des malades qui parlent pas, ou alors des malades qui sont à l'hôpital ou ceux qui sont morts déjà, qui peuvent plus rien faire. Comment tu vois l'avenir finalement? Est-ce que tu imagines qu'un jour tu peux guérir? Est-ce que tu y crois? Non. Je crois pas que je peux guérir, je crois, mais je crois que... De toute façon, je me dis dans ma tête que même si je vis à une plus courte échéance que quelqu'un d'autre, je crois que la vie, maintenant, elle vaut la peine d'être vécue. Sur le lit d'Isabelle, un poupon de celluloïd auquel elle attache beaucoup d'importance, c'est l'enfant qu'elle ne pourra pas avoir. C'est ce genre de témoignages qu'ont échangé les participants aux États généraux du sida. 2 jours de discussion dans un théâtre parisien entre malades et leurs proches. Pour une fois, ni médecins, ni éducateurs, ni sociologues, ni experts n'ont eu la parole. Pour des raisons évidentes, ces discussions se sont bien sûr déroulées loin des micros. C'est lui qu'il faut changer, en l'occurrence. Mais comment on va faire pour le convaincre, lui? Comment on va faire pour que lui change de point de vue? Qui a des idées? Qui a envie d'intervenir? Tout le monde sait qu'il faut utiliser des préservatifs. Est-ce que tout le monde sait comment le proposer à une partenaire? Oui, non, mais j'avais une idée, mais ça gâche tout le plaisir. Et puis au prix où ils les vendent, c'est une ruine. C'est moi qui les ai achetés, ça ne me dérange pas. Bah oui, mais une fois et puis 2 fois, je les achèterai toujours. Cette maladie est quand même grave puisqu'on peut en mourir. Et moi, si je l'ai, je peux le faire attraper à quelqu'un d'autre encore. Moi, je demanderais qu'il le porte, oui. Moi, j'en avais jamais touché, même une boîte, avant que la dame m'en ait donné un sous emballage. Tout le monde est concerné, donc faut que chacun prenne ses responsabilités dans ce cas-là. Brissy, base d'envol pour le golf. Depuis le début de la crise, des transals orléanais font le voyage. Une valise contre le sida, l'association tourangelle Elisa 2000 offre ses idées à Daniel Mitterrand, invité du journal Le Président d'Elisa 2000. Pour que les bus de touristes ne fassent pas que passer dans le département, le Loir-et-Cher lance l'offensive au salon des autocaristes. 19h10, le journal. Le président de la République à midi, avec une valise, ce qui est pour le moins curieux, sauf que cette valise a un usage et un contenu très précis. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette valise? L'intérieur de cette valise, c'est un diaporama qui dure une quinzaine de minutes, qui est composé de 45 diapositives, et un ensemble d'éléments qui serviront aux professeurs pour faire des interventions dans leur classe pour parler du sida. Alors, parler du sida, c'est un petit peu votre vocation pendant que l'on voit le contenu de cette valise. Tours Elisa 2000, qui compose cette association et quel est votre but? La composition d'Elisa 2000, c'est environ 200 personnes qui sont d'origine et de professions très diverses. Et le but... Alors là, on voit le contenu voilà. Du diaporama. Ça, c'est les images du diaporama. On a essayé de traiter différents sujets, le préservatif, la toxicomanie, les problèmes des femmes enceintes qui sont séropositives, l'évolution de la maladie. Alors j'ai envie de vous dire que généralement ce genre d'information est dévolue aux médecins. Êtes-vous médecin? Non, je ne suis pas médecin. Y en a-t-il à l'intérieur de votre association? Il y a des médecins dans l'association. Alors cette association, qui regroupe-t-elle? Elle regroupe des patrons de bar, des techniciens, des ouvriers, des professeurs,
des psychiatres, des gens très différents qui ont été au-devant d'une information et qui sont prêts à la distribuer autour d'eux. C'est-à-dire que les adhérents sont informés de ce qui se passe au niveau sida, évolution de la maladie, traitement, soutien aux malades, exclusion, etc. Et ça leur permet d'en parler à leur famille, à leurs proches, aux professeurs d'en parler dans leur classe. Alors, sensibilisation auprès des enseignants, est-ce que cela a déjà été fait? Est-ce qu'on a des exemples dans la région d'actions que vous menez dans des classes, dans des établissements scolaires? Nous, depuis 1987, nous allons dans des établissements scolaires. Est-ce que cela s'ajoute à l'information que les professeurs peuvent donner, ou bien que les infirmières ou les médecins établissements scolaires peuvent aussi offrir, ou bien est-ce à la place d'eux? Quand c'est nous qui intervenons, c'est un petit peu différent puisque nous sommes intervenants extérieurs. Mais là, la mallette pédagogique donc, est prévue pour fournir aux professeurs qui ont un petit peu qui sont invités par le ministère de l'Éducation à faire des exposés sur le sida, à trouver tous les documents qui leur permettront de faire un exposé plus complet et d'avoir un diaporama qui est un résumé de tous les points un petit peu techniques concernant la maladie. Vous m'avez offert 2 badges, alors je vais quand même en donner lecture aux téléspectateurs. C'est En amour, mettez la gomme, et puis Mets ta capote, t'auras la cote. Le moins qu'on puisse dire, ça fait pas dans la poésie quand même. Et ça, c'est efficace auprès des adolescents? Auprès des jeunes, oui. Cette année, on a fait 18 000 badges comme ça, qu'on a distribués dans les écoles, qu'on a vendus, etc. Bien, eh bien nous vous souhaitons bonne chance pour votre combat. On regarde tout de suite. Bonjour, un bateau-école pour handicapés, c'est le projet que nous allons vous présenter dans quelques instants avec Michel Fula. Notre coup de chapeau, eh bien aujourd'hui nous le donnerons à une association Tour Elisa 2000, une des premières associations de lutte et d'information contre le sida et qui vient, vous allez le voir, de sortir cette petite valise pour des conférences. Nous aurons l'occasion d'ouvrir cette valise tout à l'heure. Et puis dans la lettre ouverte, eh bien la lettre ouverte en bande dessinée, vous l'avez découverte la semaine dernière, nous parlerons de cautions et de vendeurs qui ne sont pas toujours très scrupuleux. Alors tout de suite, eh bien, notre coup de chapeau de la semaine, notre coup de chapeau, nous le donnons à une association, Tour Elisa 2000. Le fondateur de Tour Elisa, c'est lui, Éric Chapeau. Alors qu'il était étudiant en médecine, il a réalisé à quel point le discours médical traditionnel était obscur pour les non-initiés. L'une de ses ambitions, détruire les idées reçues sur la maladie. Autour de lui se sont regroupés des gens de tous les milieux. Le président, Franck Picot, est technicien agricole. Alain Gachet est animateur de radio libre. Leur mission, informer tout le monde et par tous les moyens. Voilà, vous venez de le voir, l'homme de la situation, celui qui a créé Tour Elisa 2000 en 1987, c'est Éric Chapeau, il est d'ailleurs sur notre plateau. Cette association compte aujourd'hui à peu près 200 membres, un peu plus de membres cotisants, et elle rassemble des gens de tous horizons. Et elle a surtout, Éric, pour vocation première, on a vu des distributions de badges, on a vu des affiches tout à l'heure sur ces images, pour vocation première, c'est avant tout d'informer et d'informer à tout prix. Oui, effectivement, il nous a semblé qu'il était très important que les jeunes soient informés directement, franchement, par des gens du milieu médical, par des non-médecins, et puis par des malades eux-mêmes, qui peuvent exposer leurs problèmes. Alors, on parlera dans quelques instants de cette valise pédagogique que vous avez mis au point, mais cette information, elle passe aussi par des conférences que vous donnez notamment dans les écoles, à travers aussi le témoignage, et c'est important, de gens qui malheureusement, à un moment ou l'autre de leur vie, sont atteints par le virus de la maladie. Et je vous propose de revoir cette conférence que nous avions suivie avec vous il y a de cela quelques mois, avec le témoignage d'Isabelle. L'histoplasmose, nous allons évoquer son tableau clinique et je vous demanderai d'être attentif. Alors, le tableau clinique réalisé est aspécifique, comme chacun le sait, associant fièvre, hépatosplénomégalie, pancytopénie, parfois peuvent même s'y associer des ulcérations gingivales. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous voulez que je parle en français moyen? Je parle en français moyen ou pas? Parce que j'ai les accessoires. Je vais commencer par vous parler de choses sérieuses, mais en français moyen, je vous promets jusqu'à la fin. On peut coucher 100 fois avec quelqu'un qui est malade du sida et rien attraper. On peut coucher une seule fois et l'attraper. C'est la mauvaise loterie. Est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord parmi vous pour passer le test? Qui? Et qui serait pas d'accord? Pour ces questions comme ça, je préférerais que ce soit quelqu'un plus concerné que moi. Enfin, plus concerné, plus touché que moi, disons, qui réponde. Parce qu'Isabelle, elle a beaucoup de courage, elle est très fatiguée, elle a été très malade plusieurs fois. C'est elle, la jeune fille, qui a été exclue d'un foyer, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que vous racontez comme ça ma vie, ce serait trop long.
Enfin, même pas assez de la soirée, alors. Donc si vous avez des questions... Comment Isabelle a réagi quand elle a appris qu'elle avait le sida et comment les autres ont réagi vis-à-vis d'elle? Quand on m'a annoncé la séropositivité, j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à pas avoir d'enfants, avoir tout perdu, quoi, tout perdu. Un hôpital ou un laboratoire vous demanderait de faire une expérience pour un médicament, vous la feriez tout de suite? Par quel intermédiaire avez-vous attrapé la maladie? Rapport sexuel. Est-ce qu'une personne atteinte du sida peut avoir des rapports sexuels? Oui, avec préservatif. On doit tous se conduire en personne séropositive et mettre des préservatifs. C'est trop con de voir la mort. C'est trop. Peut-être parce que vous imaginez pas comme ça, mais c'est dur de voir quelqu'un en phase terminale. C'est dur. Quand il te demande « aide-moi », tu peux plus l'aider, parce que c'est fini. Et quand tu as envie de respirer, que tu peux plus respirer, ils te font un trou là, et tu leur demandes la respiration, parce que tu as envie. C'est pas pour vous faire peur, je vous dis ça, mais pour vous dire que c'est grave. Alors, ce témoignage d'Isabelle, on le retrouve, Franck Picot, dans cette mallette pédagogique que vous avez mis, vous, avec Tour Elisa 2000, au point. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on ouvre tout simplement la valise et que vous nous expliquiez ce qu'il y a dedans. D'accord. C'est une valise qui contient un diaporama et différents éléments qui doivent permettre aux enseignants de faire un exposé dans leur classe sur le sida. Alors, on a mis différents éléments. Les fameux petits badges de Tour Elisa 2000. Les fameux badges d'Elisa 2000. Il y a un diaporama avec une brochure, voilà la brochure qui l'accompagne. Voilà, d'explications sur le diaporama. Qui reprend les photos, le texte, différents détails médicaux ou éthiques. Le diaporama, les diapositives. Alors c'est un diaporama, j'explique, moi j'ai écouté la bande sonore, je veux dire, qui est une explication pédagogique, mais aussi scientifique de la maladie, du virus, de la façon dont on peut l'attraper. C'est un diaporama qui, en 15 minutes et 47 diapositives, reprend les aspects, qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment on peut être contaminé, qu'est-ce que c'est que le dépistage, que de côtoyer un malade, etc. Donc les différents aspects médicaux, sociaux du sida. Donc le diaporama est accompagné d'une cassette. Une cassette son, bien sûr. Texte son. Et puis le témoignage d'Isabelle. Voilà, témoignage d'Isabelle. Un petit peu différent de ce qu'on a entendu là tout à l'heure, mais c'est en effet c'est son témoignage à elle et ce qu'elle a à dire à travers ce qu'elle vit. Voilà, donc un témoignage et une interview, pour faire deux formes un petit peu de témoignage. Des brochures qui viennent de Arcade Sida, qui sont des brochures plus médicales, qui doivent permettre aux enseignants de trouver encore d'autres éléments d'information. Le catalogue France Sida, qui est un catalogue provisoire qui contient toutes les brochures et toutes les parutions qui sont sorties depuis les dernières années sur le sida. Puis une petite disquette. Et il y a une petite disquette PC qui est un test de connaissance qui est fait pour les jeunes, les élèves. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez mis au point, je veux dire, un petit peu entre vous, à Tour Elisa 2000, cette mallette pédagogique, et vous l'avez fait, et là c'est original, parce que vous l'avez fait en lien avec une association et avec des collectivités locales, et là, du coup, on quitte la Touraine, mais on va du côté de Belfort. Simone Dreyfus-Schmidt, vous vous occupez, vous, de France Liberté pour la région de Belfort. France Liberté, c'est l'association qui s'occupe beaucoup des droits de l'homme, mais qui s'est beaucoup occupée du sida, notamment en Afrique. On la connaît aussi comme l'association de Madame Mitterrand, quand on parle de cette association. Alors vous, un jour, vous les avez rencontrés, et c'est là que vous avez décidé ensemble de faire ce produit. En fait, quand je les ai rencontrés, nous avions déjà l'idée de créer un outil pédagogique, puisque nous avions ciblé à Belfort la prévention par l'information en milieu scolaire. Et pour ça, nous avions proposé à tous les scolaires un concours sur le thème prévention sida et publicité. D'ailleurs, ce concours a eu beaucoup de succès. Et on s'est rendu compte, à la faveur de ce concours, que si on apportait dans tous les collèges un outil pédagogique au service des enfants, ça serait beaucoup plus efficace. Alors j'ai rencontré Tour Elisa 2000. Ils sont venus nous faire une conférence qui a eu un succès énorme à Belfort. Nous avons parlé de cette valise pédagogique. Eux avaient le côté technique. Nous, on en avait la volonté.
Et de plus, le Conseil général, ce qui était très important, nous apportait un support logistique pas négligeable. Donc, à nous trois, on a réalisé en quelques mois cet outil pédagogique. C'est une performance, en effet, parce que c'est en 6 mois que vous avez réussi à mettre au point cette valise, à la sortir. Et vous allez, je crois que c'est le 5 octobre, la distribuer à Belfort auprès des proviseurs des écoles. Et là, il y a toute la campagne qui va commencer. Voilà, le Conseil général l'a offert à tous les lycées et collèges de Belfort. Et on va la distribuer. Après, maintenant, il faudra suivre. De toute façon, il y a une mise à jour qui est prévue. C'est un outil qui n'est pas terminé, où l'enseignant qui va l'utiliser a le choix de ses thèmes de débat. C'est quelque chose où l'enseignant a toute son indépendance pour certains débats. Quoi. Voilà, bien. Et puis, il faut espérer qu'après, on frappera à la porte de l'éducation nationale pour que cette valise pédagogique soit utilisée sur un plan national. Nous, on voulait un petit peu vous donner un coup de chapeau, d'abord parce qu'on vous a suivi il y a quelques mois à travers les activités de Tour Elisa 2000, et puis c'était une concrétisation de votre action, et puis on espère bien que cette valise sera distribuée un peu partout en France, car en effet, c'est très important d'informer, et la prévention, c'est vraisemblablement, bien sûr, le meilleur médicament contre cette maladie. Alors, voilà, et puis, dernière information concernant la valise pédagogique que vous avez vue il y a quelques instants. Son prix est de 1 500 francs. Elle est destinée, on vous l'a dit, aux écoles. Elle peut aussi intéresser les maisons de jeunes, les casernes et voire même les prisons. Ici même, sur ce plateau, je vous rappelle que d'ici quelques semaines, nous donnerons la parole aux inventeurs. L'occasion pour vous... Les femmes et le sida, thème de la 3e journée mondiale demain. Une sensibilisation à destination des femmes de plus en plus concernées par cette maladie. Porte ouverte demain à rue Barbus, à Tours, en présence de médecins et d'associations. Parmi elles, Tour Elisa 2000, qui a conçu une mallette pédagogique. Ce sont des diapositives et une cassette qui permettent de lancer le débat sur le sida. Ça parle de la prévention, du préservatif, de la contamination, mais aussi de l'exclusion des malades et de tous les problèmes qui tournent autour du sida. En Indre-et-Loire, 35 malades atteints du sida et une centaine de séropositifs. J'ai suivi